Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vais moins m'intéresser à l'enseignement de la littérature avec le numérique qu'à l'enseignement de la littérature numérique, à savoir la littérature numérique comme objet d'enseignement. C'est un domaine avec lequel vous n'êtes peut-être pas forcément très familiarisé. Donc j'ai essayé de donner quelques éléments et je vais commencer pour donner un peu de chair numérique à mon propos par montrer un exemple. Donc là, je vais prendre ma casquette d'auteur de littérature numérique et je vais vous présenter un récit interactif. Donc c'est une expérience narrative et interactive qui est en ligne. L'URL c'est déprise.fr, voilà, sur l'histoire d'un homme en 6 tableaux assez courts. Donc je vais prendre les 7 premières minutes de présentation pour vous montrer ça, qui a l'impression de perdre de prise sur sa vie. On y va, en espérant que le son fonctionne. Sinon je ferai les bruits. Je n'ai pas le son, c'est pas grave. Je vais peut-être agrandir un peu. Ah oui, il faut peut-être... Ah oui, effectivement. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière? Je retente une dernière fois. Puis s'il n'y a pas le son, c'est pas dramatique. Hein. On fera sans son. Ça sera un peu moins multimodal. J'y vais. On va voir si j'ai sur mon ordi. C'est pas grave. Bienvenue. Appuyez sur la touche dièse, ce qui est de l'ordre de la blague, hein, n'importe quelle touche conviendra. Une phrase s'affiche, et comme c'est interactif, il ne se passe rien d'autre. Là, effectivement, le programme attend une action de la part du lecteur-interacteur. Donc au début, c'est très très simple, il suffit de survoler la phrase pour faire apparaître la phrase suivante. Toute ma vie, j'ai cru avoir devant moi un champ des possibles infini. Donc je survole la phrase. L'univers entier m'appartient, pensais-je. J'ai le choix. Je suis maître de mon destin. Ah, et là, manifestement, une autre action est attendue. J'ai un autre petit pointeur. Alors, je peux cliquer. Je peux prendre ce qui me plaît. Je deviendrai ce que je veux. Bon, on n'en a pas la musique, malheureusement. J'ai tracé mon propre chemin. J'ai parcouru de magnifiques paysages. Je suis même allé à Grenoble. Mais depuis un moment, j'ai des doutes. Comment avoir prise sur ce qui m'arrive? Tout s'échappe, et là je viens de perdre le pointeur de ma souris à l'écran, j'ai continué à surveiller les phrases mais sans pointeur, me glisse entre les doigts les objets et les personnes, j'ai l'impression de ne plus rien contrôler. Depuis quelque temps maintenant, je n'attends qu'une chose, la suite. Donc là on entend une voix un peu téléphonique, si vous voulez que votre rendez-vous soit dans 10 ans, tapez 1, dans 3 heures tapez 2, maintenant tapez 3. Alors on va taper 3. Tableau numéro 2, la scène de rencontre. Ah, j'ai appuyé, c'est bon. Mais le rendez-vous était biaisé, donc là on entend les bruits dans un café, hein, imaginez l'ambiance. Je m'en suis rendu compte que beaucoup plus tard, la femme en face de moi, qui paraissait si parfaite, me laissait bouche bée. Impossible de prononcer quelque chose de cohérent. Alors là, on entend les phrases normalement qui sont dites par l'homme en question. On a utilisé un logiciel de reconnaissance vocale de Microsoft pour générer ces petites ambiguïtés, ces malentendus, voilà, qui n'augurent pas forcément très bien de la relation qui va suivre. Sa présence me bouleversait. Il fallait que je pose des questions pour la mettre à jour. Donc je peux appuyer ici sur le point d'interrogation, mais je peux aussi survoler l'écran. Et à l'aide de mes questions, progressivement, donc à l'aide de mon geste, on va retrouver la question du geste, je vais progressivement construire le visage de la jeune femme. Sans que je m'en aperçoive, cette inconnue devenait ma femme. On a tout partagé. Mais jamais je ne suis parvenu à vraiment la connaître. Aujourd'hui encore, je me pose des questions. Qui d'elle ou moi suit l'autre? Quand je l'aime, elle me sème. Troisième tableau, 20 ans se sont écoulés depuis notre rencontre.
Ce matin, je me perds dans un mot qu'elle m'a laissé. Tout se brouille dans mon esprit. Je ne sais comment l'interpréter. Mot d'amour ou de rupture. Alors là, il faut se laisser guider par la musique que vous n'entendez pas. Si on déplace le curseur de la souris vers la droite, on entend Carmen, chant d'amour s'il en est. Et alors, je laisse un petit peu vers la droite, et là on s'aperçoit qu'effectivement c'est plutôt un poème d'amour qui apparaît. Je veux que tous nos amis sachent que dans un couple, il y en a un qui souffre et un qui s'ennuie, est un mensonge. Depuis le premier jour, je ne sais pas comment tu peux croire que je ne veux pas rester avec toi. Et si maintenant je déplace ma souris sur la gauche, j'entends Carmen jouer à l'envers, imaginez. Et ce sont exactement les mêmes phrases, mais dans l'ordre inverse, et le mot d'amour se transforme en mot de rupture. Depuis le premier jour, je ne sais pas comment tu peux croire que je t'aime. Mon amour a disparu, l'indifférence est plus vivace que jamais. Le charme de notre rencontre s'est dissipé à présent, et le moindre malentendu a vaincu notre amour. Donc là, l'idée, c'est que par le geste contribue à construire le sens. On essaie de donner l'impression au lecteur, qui ici évidemment s'identifie à notre personnage, qu'il est lui-même dans cette situation de confusion entre lire un mot d'amour et lire un mot de rupture. Que puis-je faire? Si ce n'était qu'elle, je pourrais l'accepter, mais mon fils dispose des mêmes armes. Il voudrait mon avis sur sa rédaction, mais je ne parviens pas à me concentrer sur le texte. Donc là, on a une rédaction, une véritable rédaction au départ, d'un lycéen sur le thème du héros. Manifestement, donc là, on entend le lycéen qui lit sa rédaction à son père. Je ne vais pas le faire la voix du lycéen. Et donc là, l'idée, c'est que, manifestement, vous le voyez, le lycéen en question, l'adolescent, prend beaucoup de distance par rapport à la figure du héros. Et moi, en tant que père, je suis tenté d'y voir un message implicite que m'adresse mon fils. Je suis tenté de voir entre les lignes. Et donc la question que je me suis posée là, c'est comment, par le geste, ici, donner l'impression au lecteur-interacteur qu'il lit entre les lignes, qu'il lit quelque chose derrière ou dans le texte. Voilà. Et la solution la plus simple que j'ai trouvée, c'est tout simplement cliquer sur le texte. Avec le bouton gauche, ça ira mieux. Voilà. Et là, on entend le lycéen qui nous dit « Tu n'es pas un modèle pour moi ». On a un tirage aléatoire de phrases. « Je ne t'aime pas », etc. Je vais en faire un petit dernier. « Tu ne me connais pas », voilà. Donc, en cliquant sur le texte, le message implicite du fils apparaît. Avant, dernier tableau. J'ai un problème d'affichage sur moi. Donc ma femme, mon fils, maintenant moi-même ma propre image. Suis-je si peu présent, si modelable? Ma propre image semble me fuir. Et là, la webcam vient de s'activer, vous me voyez. Il y a une musique originale créée par un musicien qui s'appelle Hervé Zenouda qui crée un sentiment d'étrangeté que vous entendriez, que vous pouvez entendre en ligne quand vous testerez la création. Et là, avec ma souris, en fait, je peux manipuler ma propre image et donc, du coup, en même temps, je me sens manipulé. Voilà. C'est ma propre image ici qui est manipulée, que je manipule et qui est manipulée en même temps. Voilà, je vais vous performer un peu. Voilà, donc c'est quand même une expérience interactive qui est prenante et puis en même temps pas très joyeuse, on peut le dire. Heureusement, le 6e tableau arrive et là, il est temps de reprendre le contrôle. Alors je bouge ma souris, je vois qu'il y a des phrases qui s'affichent, qui sont plus ou moins lisibles. Retrouver une direction, plier le cours des événements. Donner, voilà, je bouge ma souris, les phrases qui apparaissent selon la direction de ma souris. Donner un sens à mes actions, c'est plus ou moins lisible. Arrêter de tourner en rond. Ah! Un champ de texte, un champ de saisie apparaît. Enfin, je vais reprendre le contrôle en tapant moi-même mon texte. Et donc, je vais dire à quel point je suis content d'être devant vous aujourd'hui. Donc, je suis très heureux. Si je mets dans le chantier, ça sera encore mieux. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et puis, très très vite, je m'aperçois que quelles que soient les touches sur lesquelles je tape, en fait, je ne contrôle absolument pas le texte qui s'affiche. Donc là, c'est le paroxysme de la perte de prise. Je ne peux juste qu'appuyer sur les touches comme ça et lire le texte qui s'affiche. Je fais tout pour maîtriser de nouveau le cours de ma vie. Je choisis mes émotions, le sens à donner
aux choses. Enfin, je me suis repris. Voilà pour ce récit interactif. Donc ça, c'était pour vous donner une idée, un exemple en fait de littérature numérique. Merci beaucoup, puisque vous n'avez pas forcément vu beaucoup. Je suis désolé pour le son, pourtant ça avait marché depuis ma place tout à l'heure. Mais comme ça, vous aurez quelque chose à découvrir quand vous taperez deprise.fr ce soir, en rentrant chez vous. Vous aurez aussi la dimension sonore. Alors, il me reste combien de temps, du coup ? 10 minutes ? Bon, alors aucune note, rien, j'y vais comme ça. Je vais essayer de vous donner vraiment les grandes lignes. En introduction, ce que je voulais vous dire, ça reprend un petit peu la question de monsieur tout au fond. À 15 minutes, ok, je prends un peu plus de temps. À savoir que les créations de littérature numérique mettent en rapport et même en tension le numérique et la création littéraire. Et cette tension, on pourrait la décliner en 3 questions. Qu'offre le numérique comme possible à la littérature, à la création littéraire ? À partir de l'objet littérature numérique, que nous apprend le numérique sur la création littéraire ? Et en retour, que nous dit la littérature numérique sur l'écriture numérique, sur les écritures numériques ordinaires, ce qu'on fait tous les jours avec notre smartphone, etc. Ça, c'est l'idée que la littérature numérique peut être un révélateur de l'écriture numérique, de ses contraintes et de ses possibles. C'est avec cette idée d'une tension créatrice entre numérique et création littéraire que je vais aborder la littérature numérique. Alors cette littérature numérique, elle existe depuis plus de 50 ans déjà, je vais vous montrer quelques exemples. Littérature numérique, informatique, électronique, cyberlittérature, la terminologie n'est pas figée, mais en revanche, la critique s'entend généralement pour distinguer 2 principales formes de littérature sur un support numérique, la littérature numérisée et la littérature numérique proprement dite. Il n'y a aucun jugement de valeur quand je dis ça, voilà, mais essayons de distinguer 2 formes, même si parfois la frontière est floue, et peut-être l'est-elle de plus en plus. Alors la littérature numérisée reprend le plus souvent des œuvres d'abord éditées sur papier dans des éditions numériques, qu'on appelle enrichies ou augmentées, en ce qu'elles apportent des fonctionnalités à noter, chercher, partager, ou des contenus multimédia, vidéo, iconographie, permettant d'apprécier et de comprendre l'œuvre. Claire, tout à l'heure, va nous présenter Au bonheur des dames, qui sera plutôt du côté de la littérature numérisée. La nature du texte lui-même n'a pas foncièrement changé. Nous pouvons ou nous pourrions toujours l'imprimer sans altérer sa signification. Dans la deuxième forme de littérature numérique, pensée et conçue par et pour le numérique, le texte changerait profondément de nature si on l'imprimait. Est-ce que dans Deprise, que je vous ai montré juste avant, on pourrait imprimer le texte ? Ce serait compliqué quand même, notamment quand il y a un tirage aléatoire, quand on joue sur 2 formes de texte qui vont se superposer. Donc pour les auteurs de littérature numérique, il s'agit de concevoir et de réaliser des œuvres spécifiquement pour l'ordinateur et le support numérique, en s'efforçant d'en exploiter les caractéristiques, dimension multimédia ou multimodale, animation textuelle, technologie hypertexte, interactivité. Et même des auteurs consacrés par l'imprimé, tels que François Bon, y voient une occasion d'expérimenter de nouvelles formes narratives et poétiques. Le numérique apparaît ainsi comme un laboratoire pour des expérimentations littéraires. Alors 3 points, je vais essayer d'aller assez vite. Les filiations, parce qu'évidemment elle n'est pas allée comme ça, cette littérature. Une histoire de la littérature numérique, puisqu'elle a déjà plus de 50 ans, donc on peut commencer à en tracer une histoire. Et puis je mettrai en avant 4 caractéristiques de cette littérature numérique. Les filiations, j'en vois notamment 3. Écriture combinatoire et à contrainte, écriture fragmentaire, écriture visuelle et sonore. Alors je commence par la première. La combinatoire hante depuis toujours les pratiques textuelles. L'exemple le plus connu peut-être, ce sont les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau. Et assez logiquement d'ailleurs, certains auteurs de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, étaient parmi les premiers à s'intéresser aux ordinateurs comme générateurs automatiques de textes poétiques. Et dans la même lignée, Bernardo Schiavetta propose Raphaël en ligne, qui est un collage de citations qui se construit comme le commentaire sans fin d'une phrase tirée de la Divine Comédie,
C'est une strophe cyclique de divers qui peut s'auto-reproduire indéfiniment à partir de ces liens. Donc l'écriture combinatoire se nourrit ainsi du fantasme du livre infini. Se penchant sur une autre approche de la combinatoire, Raymond Roussel a placé son travail sous le régime de la consigne d'écriture, annonçant ainsi l'écriture à contrainte pratiquée par l'Oulipo. Et de nombreux théoriciens insistent sur cette filiation de l'écriture à contrainte et de l'Oulipo pour la littérature numérique. Deuxième filiation, l'écriture fragmentaire. Alors le fragment peut, à certains égards, être considéré comme un genre littéraire, proverbe, aphorisme, maxime. Dans l'histoire de la littérature européenne moderne, les romantiques ont été les premiers à revendiquer le fragment comme genre à part entière. Là, j'ai cité notamment les Butenstaub de Novalis, qui en sont un très bon exemple. Et puis ensuite, progressivement, de plus en plus, apparaît une esthétique du fragment entre le flux et la fractalité. On peut penser notamment au cut-up de Burroughs. Dans la littérature numérique, la question du fragment et du lien entre les fragments est au cœur de la problématique de l'hypertexte et des récits hypertextuels, des hyperfictions. Le fragment est en effet pris dans un faisceau de liens. Sa position est instable, changeante selon les lectures et les parcours. Le nouveau roman, dans lequel l'écriture fragmentaire peut être aussi à l'œuvre, a également eu une influence sur l'écriture des récits hypertextuels. Chronologie du récit non marqué, confusion entre retours en arrière et sauts en avant, tout déstabilise le lecteur en quête d'un sens qui se dérobe au fur et à mesure de l'avancement de sa lecture. Le récit en procès, caractéristique selon Jean Ricardou du nouveau roman, est de même au cœur de nombreux récits hypertextuels, et certains auteurs du nouveau roman sont d'ailleurs intéressés de près à la littérature numérique, tel Michel Butor, qui a collaboré avec le groupe Infolipo, Informatique et Littérature Potentielle. J'ai eu le bonheur de rencontrer Michel Butor à Compiègne à l'automne dernier, donc c'était peu de temps avant sa mort, et il m'avait confié que si maintenant c'était un jeune auteur, s'il avait eu des décennies de moins, il aurait pratiqué la littérature numérique. Bon, peut-être l'a-t-il dit pour me faire plaisir aussi, je ne sais pas. Donc, je ne montre pas l'exemple parce que je n'ai pas le temps, mais voilà, vous avez beaucoup de récits hypertextuels en ligne, notamment des romans policiers, hein, où on se balade quand même, je vais cliquer sur le lien très rapidement. Voilà. Commencer par le début. Voilà, et donc là, oui, je montre des choses qui ne sont pas forcément toutes récentes. Hein. Ce récit hypertextuel-là, voilà, quelqu'un l'avait tué, et on avance comme ça dans cette non-linéarité ou cette multilinéarité. On crée son parcours de lecture en quelque sorte. Ce que j'aime bien, c'est par exemple là, ici dans ce récit-là, c'est l'atlas des chemins. On peut par exemple ne lire que les fragments textuels qui vont concerner tel ou tel personnage. Donc là, il y a aussi un jeu sur le point de vue. Troisième filiation. Poésie sonore et visuelle. Donc là, depuis la tradition des écritures figurées du Moyen-Âge, en passant par le coup de dé de Mallarmé et les calligrammes d'Apollinaire, la littérature a parfois privilégié la face sensible des signes linguistiques, notamment dans la création poétique. Et parmi les auteurs de littérature numérique, beaucoup s'inscrivent dans cette tradition d'écriture visuelle et sonore qui va de la poésie lettriste d'Isidore Isou à la poésie concrète, en passant par la poésie sonore qui devient poésie performance. Et l'arrivée notamment du multimédia a fait évoluer ces littératures, explorant la matérialité du mot sur support numérique vers de nouvelles formes. Donc là, je ne prends pas le temps de montrer, mais je vous incite à aller voir la carte du temps de Philippe Castelin, où avec simplement 3 mots, aimer, moi et toi, on crée une sorte de poésie concrète, dynamique, en ligne. Voilà pour mes 3 filiations. L'histoire maintenant, puisque même si on peut tracer des filiations de cette littérature numérique, elle a toutefois déjà elle-même une histoire. Alors, je vais tracer 5 étapes qui peuvent correspondre aussi peut-être à 5 genres de cette littérature numérique. 59, vous voyez, c'était pas hier. Hein. Les premières expérimentations de littérature numérique, caractérisées par leur nature permutationnelle, remontent donc en 59, aux travaux de Theo Lutz en Allemagne et Brian Gysin aux États-Unis. Theo Lutz, il a pris les 100 premiers mots du château de Kafka et il en a fait effectivement des créations combinatoires. L'ordinateur est ici un outil d'aide à la création, l'auteur intervenant pour trier ou modifier le résultat obtenu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez La machine à écrire de Jean Baudot en 64, qui illustre bien
cette notion de littérature assistée par ordinateur. Jean Baudot réalise un programme combinatoire, puis réunit les textes générés dans un recueil. On voit bien là que la référence reste le texte imprimé ou récité. Et la prise de conscience d'une spécificité de l'algorithmique informatisée apparaît progressivement, et notamment avec l'Alamo. Vous connaissez l'Oulipo, il y a aussi eu l'Alamo, l'atelier de littérature assistée par la mathématique et les ordinateurs, notamment avec Jean-Pierre Balp, qui est le grand auteur français de génération automatique de textes, et qui continue maintenant, à un âge avancé, à pratiquer la génération automatique de textes, alors sous forme narrative, ou bien sous forme plus poétique, comme ici, avec des petits haïkus. J'ai perdu la connexion, quoi. Bon. Allez, voilà, c'est un peu long. Voilà, ils se font attendre, ils se font désirer nos petits haïkus. Voilà, donc là, en temps réel, on va générer un petit haïku s'il arrive. Une fenêtre trou la nuit, prendre du temps à la fenêtre de l'air. Donc là, c'est seulement pour nous maintenant. Voilà. Après, on aura un autre haïku. Plus personne ne lira l'haïku qu'on vient de lire. Ça pose aussi des questions dans le rapport auteur-lecteur. Et c'est en ça aussi, pour moi, qu'il y a un potentiel pédagogique très important pour les professeurs de lettres, que nous sommes, que j'ai été, moi, dans le secondaire, justement pour réfléchir notamment sur la notion d'auteur. Alors ensuite, les récits hypertextuels, donc ça commence aux États-Unis dans les années 80. Le premier qui a vraiment eu un peu de succès, c'était en 87. Il y a même eu tout un dossier dans le New York Times de l'époque de Michael Joyce. C'était pas James, c'est Michael, là, qui s'appelle Afternoon a Story. Et puis après, ça a continué. En France, on a eu notamment une collection sur CD-ROM qui s'appelait Fiction interactive. Et puis après, de nombreuses hyperfictions, notamment celle-ci que j'aime beaucoup. Non-roman de Lucide Boutini, vous voyez, à la fin des années 90. Durant cette même période, et là en France tout particulièrement, il y a une revue qui s'appelait À lire, qui était éditée par Philippe Bautz, et qui va jouer un rôle déterminant, notamment pour mettre en avant la poésie animée. Alors j'essaie de vous montrer une petite vidéo, si ça marche, d'une capture. J'ai avancé un tout petit peu. Où là, c'est une capture vidéo donc, de ce poème animé qui date des années 90. Voilà. Et là, on s'aperçoit effectivement, en termes d'animation, la temporalité et la spatialisation, des choses très intéressantes qu'on peut faire en termes d'animation, ce qu'il appelle l'animation syntaxique. Bon, je n'ai pas le temps de vous montrer, je vous incite à aller voir en ligne. Ça aussi, ça peut être vraiment intéressant à montrer aux élèves, parce qu'il y a des outils très très simples pour faire des choses similaires. Donc voilà pour la poésie animée. Alors enfin, la prise en compte du réseau Internet dans les pratiques, notamment grâce à l'apparition des œuvres collectives, couplée avec l'influence des arts graphiques et des arts numériques, a conduit à l'émergence d'œuvres de littérature participative. Vous avez le livre des morts, vous êtes mort, et donc vous écrivez vous-même votre livre des morts, et vous allez pouvoir consulter le livre des morts des autres internautes. Voilà, on est vraiment là dans la littérature participative. Et puis également, évidemment, maintenant, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup d'œuvres participatives ou contributives, souvent d'ailleurs narratives, notamment sur Facebook, mais pas uniquement. Actuellement, je dirais qu'il y a deux grandes tendances qui sont vivaces en France. Des performances de littérature programmée et générée. Je vous incite à aller voir le site de HP Process de Philippe Boinard et Hortense Gauthier. Ils font des performances sur scène de littérature programmée et générée. Et puis des hypermédias animés en ligne ou sur support mobile qui sont conçus pour, entre guillemets, une lecture privée, sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone, qui vont exploiter conjointement l'affichage dynamique du texte et la dimension multimédia, et qui mettent l'accent sur l'interactivité avec un lecteur. Donc là, évidemment, j'ai repris des prises, ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Sur tablette, smartphone, on a notamment cette création-là. Tout à l'heure, Nathalie a parlé des bandes défilées. Là, on a une très 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 belle bande dessinée numérique interactive sur tablette et smartphone qui fonctionne à la fois sur les produits Apple et également Android, qui s'appelle Falena, que je vous incite à aller voir et qui est tout à fait à conseiller à nos élèves. Et puis, donc je travaille avec un poète qui s'appelle Pierre Fourny. Je vous montre juste un petit peu ce qu'on fait en termes
Là, c'est aussi pour tablettes et smartphones, où là, l'idée, c'est d'utiliser le geste, la dimension tactile sur la tablette et le smartphone pour couper des mots, faire apparaître un autre mot à la place. Ça s'appelle la poésie à deux mi-mots. On coupe un mot et on en fait apparaître un autre. Alors, ça incite aussi aux pratiques créatives parce que dans l'application, l'élève peut taper n'importe quel mot, choisir la correspondance, couper ses mots, créer son poème et après le partager avec d'autres. Donc à la fois, vous voyez, ce qui m'intéresse moi, c'est les productions littéraires ou artistiques, mais également l'incitation à des pratiques créatives du côté des élèves. Voilà, je reviens ici. À la frontière entre littérature numérique et littérature entre guillemets traditionnelle, on a ce que fait François Bon, je pense que vous connaissez tous, qui sera présent au colloque demain. Pierre Ménard et Cécile Portier, voilà, je donne trois noms, vous pourrez aller voir leur création en ligne. Donc ça c'est François Bon, ça c'est Pierre Ménard, et puis Cécile Portier, qui a notamment travaillé avec une classe de lycée pour faire une fiction collaborative sur la question des traces et de l'identité. On est vraiment à la frontière entre littérature numérique et littérature plus traditionnelle, on va dire. Là, on est vraiment franchement du côté de littérature numérique avec la dernière création que je vous ai présentée. 4 caractéristiques, combien de minutes? 1 minute par caractéristique. Alors, programmer, interactive, multimédia, temporel. C'est parti. Donc, je vous montre un exemple ici. Programmer. Ici, vous avez un poème qui date de quand d'ailleurs? Je ne me souviens plus. Ça va être du début des années 2000. Est-ce que je me le suis marqué ici? Ça s'appelle « Proposition de voyage temporel dans l'infinité d'un instant ». Et Julien d'Abrigeon, son auteur, nous dit « La raison d'être de ce poème est, quoi qu'il arrive, d'être le plus contemporain des poèmes, puis de disparaître. » J'aime beaucoup cette création-là, vous voyez, parce que simplement la date et l'heure de l'ordinateur qui défilent, donc on a un texte qui est calculé et animé, qui ne sera jamais évidemment le même, mais qui met bien en lumière le fait qu'un texte numérique consiste en fait en deux types de textes. Un texte codé, forme d'enregistrement, et un texte affiché à l'écran, forme de restitution. Entre les deux, il y a la médiation du calcul, le numérique. Il y a beaucoup d'auteurs qui jouent justement de cette médiation du calcul entre une forme d'enregistrement et des formes de restitution, alors que sur un support statique comme celui-ci, la forme d'enregistrement, les caractères imprimés, elle est identique à la forme de restitution, ce que moi, en tant que lecteur, j'avais lu. Ça, c'est pour la dimension programmée. La dimension interactive, donc je ne montre pas ça. Ou ça. Qu'est-ce que je montre? Tu préfères quoi, Magali? Ah, mais je ne vais pas avoir le son, là. Ah, je ne vais pas avoir le son. Donc là, tant pis, vous irez voir en ligne. Annie Abrahams nous raconte, c'est un récit vocal, un rêve qu'elle a fait quand elle était adolescente, quand le corps de la jeune fille se transforme, est soumise au regard des hommes et la pression que ça peut occasionner sur l'adolescente. Et donc on entend sa voix qui raconte ce récit-là, et en même temps j'ai une image de femme allongée sous ma souris, donc le clip compulsif ici me prend, et je passe ici, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, voilà, SVP ne me touchez pas, la jeune femme, la femme se tourne, la Annie Abrahams. Deuxième fois, ne me touchez pas. À chaque fois, ça interrompt le récit vocal. C'est complètement raté, là, sans le son. Hein. C'est contre-productif. Donc, j'entends à nouveau le récit. Je repasse sur le corps. J'ai dit non. Troisième fois. Et quatrième fois. Ici. Donc, évidemment, si on n'interagit pas, on entend le récit jusqu'au bout. Mais l'idée, évidemment, là, c'est qu'il y a tout un jeu avec l'interactivité. Et à la fin, on a un écran blanc. Voilà. C'est un très, très beau travail sur cette question aussi du geste du lecteur par rapport aux images qu'on peut nous proposer sur Internet. Multimédia, bon ça c'est beaucoup plus connu, voilà, évidemment ça ne date pas d'hier, mais il y a des possibilités qui sont décuplées, et en termes au niveau du graphisme, même si évidemment tout texte est d'abord une image, et évidemment après également en termes de son, je vous incite à aller voir cette création-là en ligne, où là le texte est traité comme une image. Et enfin, temporel. Alors du coup, je vais peut-être montrer un tout petit peu mes deux exemples, parce que je sais que Magali va m'accorder 2 minutes supplémentaires. Donc là, vous avez un poème vidéo, c'est de la vidéo poetry, la poésie vidéo, où là, je vais avancer un tout petit peu. Voilà, ici, je ne contrôle pas le flux de la lecture. C'est un peu comme dans l'audiovisuel, le cinéma, hein.
le flux de lecture correspond au flux de conscience du spectateur. Donc là, on est côté plutôt audiovisuel. Et puis d'un autre côté, comme dans des prises, on peut au contraire nous donner complètement la main et c'est nous qui contrôlons entièrement le rythme de lecture, comme on le ferait avec un livre. Ce que j'aime avec le numérique, c'est qu'en fait, on a toute la gamme de possibles entre la prescription de l'audiovisuel et puis la délégation totale de la temporalité de la lecture au lecteur. Donc je montre juste, ça sera mon dernier exemple, ça, qui est assez intéressant, je trouve également, justement dans cette façon de contrôler la dimension médiatique. Il faut qu'elle attrape assez vite ma souris, la jeune femme en question. Là, on a aussi une dimension sonore qu'on n'entend pas, mais ce que je vais vous montrer, c'est ça, c'est que dans cette scène de couple, ici, en passant sur les mots, dans ce monde instable, ici, vous voyez, je peux moi-même contrôler la petite boucle vidéo et faire jouer ad libitum, ici, la tasse qui tombe. Et je vous montre un autre exemple sur ce contrôle, effectivement, du rythme de la lecture, et là, en l'occurrence, des ressources de la ressource vidéo. Donc là, évidemment, on est aux frontières de la littérature, où là, c'est le jeune homme qui se fait attendre par son amoureuse, mais je peux, moi, avec ma souris, contrôler, changer le point de vue, par exemple. Vous voyez, c'est intéressant, ça, cette question du contrôle, à la fois du point de vue et de la temporalité. Bon, je ne vais pas plus loin, mais je vous incite à aller voir cette création-là. Conclusion. Un champ en émergence. Alors, on a un champ expérimental pour les auteurs, mais aussi pour les professeurs. La création littéraire numérique est actuellement florissante. Dans quelle mesure est-ce un champ en émergence? Ce que moi je peux constater, c'est que ce domaine s'est d'abord construit aux marges du champ littéraire traditionnel, puis a tendu à s'autonomiser en champ avec des institutions et des réseaux de légitimation spécifiques. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que le champ littéraire qui s'est structuré autour du livre, autour de l'objet livre, a éprouvé des difficultés à incorporer la littérature numérique, mais c'était la même chose pour la poésie sonore, par exemple. Et là, maintenant, il y a une convergence de plus en plus forte. Parce que c'est bien la question de la littérarité que posent nombre d'œuvres de littérature numérique. Jean-Pierre Balp, que j'ai mentionné tout à l'heure, écrit « La littérature, qu'il appelle lui informatique, ne s'intéresse qu'à ce qui fait le fondement même de la spécificité littéraire. Ces œuvres tendent en effet à ouvrir la littérarité en nous amenant à considérer comme littéraires des œuvres qui, a priori, ne répondent pas aux critères classiques de littérarité. Texte non établi ni figé, dimension multimédia ou multimodale, intervention matérielle du lecteur, en posant la question d'une nouvelle esthétique, mais également d'un changement important du paradigme littéraire, les œuvres de littérature numérique constituent des expériences littéraires aux frontières, et l'enseignant, vous, moi, qui s'appuie sur de telles œuvres, ainsi que ses élèves, deviennent eux-mêmes des expérimentateurs. On l'a vu récemment avec Magali et une classe de 3e à Toulon. Et la façon dont ça incite très fortement à des pratiques créatives du côté des élèves. Et dernier item, outre ces expériences littéraires souvent inédites, la littérature numérique permet d'aborder plus largement la question de l'écriture, qui est quand même centrale dans l'enseignement des lettres, d'explorer les possibles de l'écriture numérique et d'adopter une posture réflexive par rapport à notre milieu numérique. Le milieu, c'est à la fois ce qui est autour de nous et entre nous. Donc moi, j'aime bien aussi cette idée du milieu. Vous parliez tout à l'heure, Nathalie et Magali, du passage du numérique comme outil ou comme moyen au numérique comme objet. J'aime bien aussi l'idée du déplacement du numérique comme milieu, prendre conscience de notre milieu numérique. Et c'est compliqué parce que le poisson, il faut qu'on le sorte de l'eau pour qu'il comprenne qu'il était dans un milieu aquatique. Nous, c'est pareil avec nos adolescents. Comment est-ce qu'on va prendre conscience du milieu numérique dans lequel on baigne? Comment rendre visible ce milieu numérique? Les créations de littérature numérique peuvent nous y aider. Voilà, merci, c'était un peu précipité, sans son, mais... Et je pourrais, si vous le souhaitez, je ne sais pas qui, bien peut-être vous, monsieur Brice-Walter, ou mettre à disposition le diaporama avec les liens pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, qui ont envie tranquillement après d'aller voir telle ou telle création. Je pourrais l'envoyer, je ne sais pas s'il y a une liste de diffusion concernant la journée. Tout à fait bien. Et...
Désolé. Ah, ça y est, ça fonctionne. Désolé pour ce problème technique. Je dirais que les enseignants qui se confrontent au numérique en ont l'habitude, malheureusement. Ça va les inciter à aller voir votre site, bien entendu. Donc nous sommes bien sûr preneurs de vos données, de votre diaporama que nous diffuserons sur le site de l'ADAN et qui seront également diffusés par Canopé. Y a-t-il des questions ? Il y en a parmi vous qui connaissaient déjà, qui étaient un petit peu familiarisés avec ces créations, qui sont évidemment des créations un petit peu aux frontières de la littérature, hein, cette littérature numérique qui est une littérature avant tout expérimentale, mais florissante actuellement. Il y a beaucoup de créations et dans des directions assez différentes. Merci. Bonjour, est-ce que les logiciels que vous utilisez sont faciles d'accès ? Alors, c'est très varié. Très bonne question, c'est une question qui m'est souvent posée, notamment quand je fais des présentations devant les enseignants du secondaire. Déprise que je vous ai présenté a été créé avec un logiciel qui s'appelle Flash, qui est maintenant de moins en moins utilisé. Hein. Vous savez, votre petit player Flash sur votre navigateur. Donc ça, c'est pas facile d'accès pour les élèves. En revanche, il y a beaucoup d'outils que les élèves peuvent utiliser, à commencer par des logiciels de diaporama, type PowerPoint, ou l'équivalent pour Open Access. C'est ce qui a été utilisé. Je faisais référence à une expérimentation que Magali a menée avec des classes de 3e à Toulon. Et en fait, ah bah tiens, je peux peut-être même montrer. Oh non, tant pis, ça va prendre trop de temps. Mais j'avais récupéré justement des diaporamas des collégiens et collégiennes de 3e à qui on avait demandé, ils avaient travaillé sur des prises. Et l'enseignante leur avait demandé après, eux-mêmes, de créer, de proposer leur déprise sur PowerPoint. Et donc là, on a un logiciel qui permet de faire de l'animation, qui permet également d'insérer du son, et qui est très simple, enfin très simple, il faut évidemment le maîtriser, mais souvent, ils le connaissent par ailleurs. Ils sont habitués, en général, les collégiens, à faire des présentations sur un logiciel de diaporama type PowerPoint. Mais là, ils le détournent en quelque sorte à des fins de pratique créative. Donc, c'est un exemple. Après, il y a aussi des logiciels d'animation qui sont libres, qui sont, je vais dire open access, j'arrive même plus à trouver mes mots, qui sont dans le domaine du logiciel libre. Tout dépend après si vous voulez faire, ou des choses très très simples, si vous voulez simplement faire écrire un récit hypertextuel à vos élèves. Il y a aussi des outils vraiment simples, juste pour poser des liens, sans coder. Donc, dans le domaine du récit hypertextuel, dans le domaine de la poésie animée, et puis ce qui marche assez bien actuellement aussi, ce sont les petits robots, les petits bots, notamment sur Twitter, où on peut, là, sans coder également, en fait, prendre un petit robot, le paramétrer, et, alors j'ai le temps de montrer un exemple, je montre un exemple. Je ne sais pas si certains seront là mercredi pour le colloque. Non? Alors, parce que j'avais l'intention, justement, voilà, donc là, ça c'est une des créations, là, moi c'est une image, une capture statique hein, d'une collégienne de 3e, donc c'était une partie de sa déprise avec PowerPoint. Voilà, il y a des choses extrêmement intéressantes sur le jeu sur les couleurs, sur l'animation qu'elle avait proposée, sur la spatialisation des mots dans l'espace de la page. Et puis, je vous montre un autre exemple qui est ça. Alors, il est en anglais, mais je le trouve absolument savoureux. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est sans passer par la question du code. Hein. On récupère des petits robots et on les paramètre. Là, la personne a récupéré un petit robot qui, en fait, que fait le robot? Il récupère tous les tweets sur Internet dans lesquels il y a le mot regret, regrets, au singulier ou au pluriel. Il enlève le R à l'initiale pour transformer le regret en egret, l'egret. Donc ça s'appelle regrets to egrets. Et donc on a des choses absolument savoureuses de ce type-là, par exemple, où là, l'egret devient un ingrédient d'une pizza. Voilà. Vous voyez là, en termes de pratique créative, c'est des choses qui ne sont pas compliquées à mettre en place parce qu'il n'y a pas besoin en fait, d'être un programmeur pour faire ça. Et en revanche, ça sollicite vraiment la créativité des élèves. Voilà. Après, voilà, il y a autre chose aussi sur les réseaux sociaux, ça sera pour ma présentation de mercredi. Autre question? Qui valide la qualité littéraire et artistique des productions numériques qu'on peut trouver sur le net.
Alors, est-ce qu'il y a une instance qui évalue de la qualité littéraire des livres qui sortent, par exemple? Les éditeurs? Voilà. Alors, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas assez de recul. C'est une question qui est souvent posée. C'est pour ça que moi, je ne mets pas en avant forcément la valeur littéraire des productions de littérature numérique, parce qu'il n'y a pas forcément l'équivalent des éditeurs, puisque souvent, effectivement, les auteurs s'auto-éditent, proposent leur propre production, mais avec une désintermédiation. Et puis, il n'y a pas aussi le recul critique qu'on peut avoir avec des œuvres qui datent d'il y a 200, 300 ans. Et plus que la valeur littéraire des œuvres, même si moi, je considère que certaines ont une valeur littéraire assez forte, je mets en avant ce que j'appelle la valeur heuristique de ces créations-là, c'est-à-dire qui nous permettent de faire retour sur des notions qui sont au centre des cours de lettres. Le texte, on voit bien que là, ça interroge la notion de texte, ça interroge la notion de récit. Il y a des récits hypertextuels qui ne proposent pas de clôture, qui ne se terminent jamais. Un bon récit, normalement, Aristote nous l'a dit, doit avoir un début, un milieu et une fin. Ça interroge le récit, ça interroge la notion d'auteur, de littérarité, de figure, de matérialité. Donc c'est plus cette valeur-là. J'ai écrit un bouquin, je ne pensais pas faire de la pub à ce point-là, mais bon, qui s'appelle La valeur heuristique de la littérature numérique, où je montre, voilà, à partir de beaucoup d'exemples, j'ai dit voilà, c'est d'abord ça qui est intéressant, notamment d'un point de vue pédagogique, de revenir sur ces notions-là pour les réinterroger. Et puis après, s'il y a une valeur littéraire, c'est encore mieux, mais je pense qu'effectivement, on manque un peu de recul. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très très ludiques, qui sont un peu oulipiennes, type Cadavrexki, mais avec le numérique. Là, ce que je vous ai montré sur par exemple, les tweets, là, on va dire, il n'y a pas forcément de qualité littéraire, là, sur ce petit robot qui transforme les regrets en aigrettes. Et pourtant, il y a quelque chose dans la pratique textuelle qui a trait, pour moi, à la littérature. Voilà, donc la valeur littéraire, alors, évidemment, pour moi, on ne peut pas se prononcer maintenant, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une valeur très forte, notamment pédagogique, de ces créations. Voilà, merci pour votre attention.